qu'on va voir maintenant, je vous invite à rester avec nous, c'est justement la place du stablecoin euro par rapport à l'euro numérique. Donc, on va passer à la deuxième table ronde. On vient de voir que le stablecoin pouvait être utilisé comme paiement, comme instrument ou moyen de paiement, mais que finalement, ça ne rentrait pas dans le cadre réglementaire. Il fallait soit que ça évolue, soit qu'il y ait une autre solution qui soit apportée. Cette autre solution pourrait être, je dis bien, un euro numérique émis par la Banque centrale européenne. Et c'est le sujet de notre prochaine table ronde. Donc là, j'invite à me rejoindre Nathalie Janson, Bruno Monteil de la Banque de France et Hubert de Voplan. Nous nous connaissons tous bien. Merci beaucoup pour votre présence. Alors Laurent, juste un petit mot, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, Hubert a une petite contrainte de quelques instants, il essaiera de faire au plus vite, mais pour l'instant il s'excuse de son retard. Alors non, j'ai été focalisé sur la discussion, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est tout à ton honneur. mais c'est pas grave, il va nous rejoindre, on va commencer par d'autres intervenants. Donc en introduction, je voudrais simplement dire que on est dans une phase dans laquelle les banques centrales, dans leur ensemble, dans le monde, sont en train d'expérimenter et d'étudier l'opportunité d'émettre des euros numériques, c'est-à-dire une monnaie de banque centrale qui a cours légal pour le paiement, directement, donc de façon absolument centralisée, et d'émettre ça en parallèle des espèces, en parallèle des autres instruments qui sont déjà en circulation. Donc, on voit qu'il y a des expérimentations en Asie, avec la Chine, avec Singapour, l'Inde, la Corée du Sud, qui depuis 2021 fait de nombreuses expérimentations sur différents cas d'usage. Et puis, on sait que la Banque centrale européenne a lancé il y a quelques années maintenant un programme d'expérimentation. Bruno va nous en parler précisément. Merci Bruno d'avoir remplacé Alexandre au pied levé. Je sais que vous avez tous les deux toute la connaissance pour éclairer notre audience sur ces sujets. Voilà, donc sans plus attendre, on a déjà un petit peu de retard, 5 minutes. Je voudrais qu'aujourd'hui, on aborde la place de l'euro numérique dans l'univers des paiements fiat, dans l'univers des cryptos et par rapport au stablecoin euro. Je voudrais qu'on apporte un éclairage aussi très précis, le plus précis possible, si possible, Bruno, sur les expérimentations en cours. Et puis enfin, j'aimerais bien que Hubert, s'il arrive à nous rejoindre à temps, nous parle des attentes et des craintes des marchés. Et puis, je t'inviterai à rebondir là-dessus aussi, Nathalie. Donc voilà, Nathalie, je te laisse te présenter rapidement pour te passer la parole, et puis on va faire un petit tour de table en attendant. Oui, bonjour à tous. Merci Laurent de cette introduction. Donc moi je suis Nathalie Janson, je suis enseignant-chercheur à Neoma Business School et je suis en effet sur le sujet des cryptos et donc naturellement après des stablecoins et de la DeFi, tout ce qui est donc lié à la blockchain depuis maintenant une petite dizaine d'années, puisqu'en fait j'ai vu l'émergence du Bitcoin dès 2013, quelques années après ses premiers pas, par un intérêt personnel pour les banques, les expériences de banque sans banque centrale. Donc, c'était ma petite spécialité il y a très longtemps. Et donc, j'ai trouvé intéressant de voir l'émergence d'une espèce de réminiscence des monnaies privées grâce à la technologie. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis sur ces sujets depuis pas mal d'années maintenant. Merci. Je vais passer la parole à Bruno sans doute. Oui, Bruno, je te laisse te présenter. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ah, ton micro, par contre, est en muet. Tu es muet, Bruno. Voilà. Ça devrait fonctionner ? Oui. Voilà, merci. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je remplace effectivement Alexandre Stervinou qui a une contrainte personnelle. Donc, Bruno Monteil, je travaille à la Banque de France au sein du service en charge de la monnaie digitale et d'innovation. Et je suis
plus particulièrement en charge du suivi et de la contribution de la Banque de France au sein du projet euro numérique qui est piloté par la BCE et auquel naturellement les différentes banques centrales nationales contribuent de manière très forte. Et je m'occupe aussi de manière plus incidente du suivi des cryptos dans mon activité au quotidien également. Voilà, donc merci beaucoup Bruno. Je vais présenter Hubert qui va nous rejoindre, je l'espère. Donc Hubert de Voplan qui est avocat au sein du cabinet Kramer-Levin et qui est très très actif sur les sujets réglementaires et les sujets vraiment d'usage, en accompagnant un grand nombre d'entreprises du monde des cryptos. Entre autres, pas que. Donc, il va nous rejoindre. On va passer directement à la discussion. Et il y a une question que je voudrais poser à Nathalie pour commencer, pour que tu nous donnes un petit peu de contexte, que tu replaces cet euro numérique dans un contexte d'écosystème de paiement fiduciaire, dans le contexte crypto. Est-ce que tu peux vraiment contextualiser la place de l'euro numérique et pourquoi est-ce qu'on est en train d'expérimenter ? Oui, merci beaucoup. Alors, pour replacer la question de l'euro numérique, en fait, il y a deux dimensions importantes. Faut voir en fait pourquoi l'euro numérique aujourd'hui, dans un monde effectivement de plus en plus technologique, avec des moyens de paiement dématérialisés. Et puis, dans une autre dimension, c'est pourquoi maintenant, c'est-à-dire la dématérialisation de la monnaie ne date pas d'aujourd'hui. On peut voir d'ailleurs que l'Europe n'est pas forcément la meilleure candidate à cette dématérialisation de la monnaie, puisqu'en fait, par rapport à d'autres continents, on continue à encore beaucoup utiliser le cash physique. Mais néanmoins, sur cette scène du paiement international, on s'est aperçu qu'effectivement des projets émergeaient, que tout d'abord, il existait des stablecoins, comme il a été largement expliqué avant de cette table ronde, très clairement, des stablecoins dollars qui étaient pour le moment nettement dominants, et que la perspective d'avoir une géopolitique du stablecoin au niveau des banques centrales a émergé avec le développement du projet chinois. Voilà, donc en fait, c'est les deux dimensions que je vais rapidement aborder. Donc, pourquoi est-ce que vraiment les stablecoins étaient urgents du point de vue de la dématérialisation de la monnaie, comme par exemple la question s'est posée à la Banque de Suède. Donc, la Banque de Suède a été une des premières à se pencher sur le sujet il y a presque une dizaine d'années d'ailleurs, parce qu'en fait, elle faisait face à une situation interne bien particulière, c'est celle de la baisse drastique de l'utilisation du cash. Donc, pour vous donner une petite idée, là, au cours de ces 11 années, depuis 2010, entre 2010 et 2021, eh bien, en Suède, on est passé d'une utilisation du cash de 39% dans les transactions à aujourd'hui à peine 5%. Les transactions cash ne sont désormais effectuées que par les personnes âgées qui ont du mal à se convertir à la technologie. Et voilà, donc pour cette banque centrale, c'était une vraie question, c'est-à-dire eh bien, le cash que jusqu'à maintenant j'aimais et dont j'ai le contrôle, en fait, a disparu. Alors, est-ce que c'est si grave que ça? Après tout, on peut relativiser la gravité, puisque de toute façon, une banque centrale émet de la monnaie sous deux formes. Le cash que nous, on connaît comme utilisateurs finaux, et puis sinon, elle est de façon électronique, elle circule entre les banques. Donc, on pourrait se poser la question de la gravité de cette situation. Bon, là, c'est pas la question du jour, mais en tout cas, c'est juste pour vous faire comprendre qu'en fait, la Banque de Suède, elle a commencé à avoir cette réflexion sur émettre une monnaie numérique face en fait à une accélération de la dématérialisation de la monnaie. Alors, pour ce qui est de l'Europe, qu'en est-il? Bien, en fait, l'Europe, on n'est pas tant que ça des grands fans de la dématérialisation, puisque nous restons encore à des pourcentages élevés. En moyenne, on est à peu près à 50% de transactions qui sont faites en cash. Donc, de toute façon, c'est tout à fait voilà, c'est considérable par rapport au cas de la Suède. On a eu une évolution effectivement en tendance à la baisse. Il y avait quelques articles à ce sujet-là il y a quelques semaines en disant qu'on utilisait de moins en moins le cash. Alors c'est vrai que la France, par rapport à ses partenaires européens, est peut-être celle où l'utilisation du cash est moindre, mais parce qu'on nous a beaucoup éduqués à utiliser les chèques et les cartes bancaires pour d'autres raisons. Et on peut dire aussi qu'on peut souvent le lier avec aussi l'évasion fiscale. Donc, des pays comme l'Italie ou la Grèce, on a souvent eu une corrélation entre l'évasion fiscale et l'utilisation du cash.
Par contre, des pays comme l'Allemagne sont très traditionnels, utilisent beaucoup de cash, mais il n'y a pas la dimension évasion fiscale est moins présente. Donc, pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser du cash? Eh bien, c'est effectivement parce qu'on veut se prémunir à la fois de la traçabilité, donc ça, c'est en lien effectivement avec cette petite évocation de l'évasion fiscale, mais pas seulement, parce qu'en fait, c'est une forme qui nous laisse en fait avoir la main sur une certaine manne. C'est une liberté et c'est encore utilisé en thésaurisation. Il faut savoir qu'en fait, la dimension thésaurisation est encore très présente dans la détention d'euros. Et aussi, ça explique 40% de sa détention, par exemple, en dehors de l'Europe. Et également 40% du cash détenu au niveau national. Ça veut dire, si vous voulez, que les avoirs en cash que nous détenons, nous ne les détenons pas seulement pour faire des transactions, ça ne représente que 20%, et pour l'essentiel, on le détient en fait pour motif de précaution, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour se dire au cas où on a ça sous la main, on est sûr de l'avoir à disposition, on n'a pas de risque. Voilà, donc ça c'est une dimension importante parce que c'est quand même, pour savoir si l'adoption de l'euro numérique se fera, il faut être conscient des freins, et ça c'est un frein principal, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement les Européens voudront utiliser plus volontairement en fait cette version numérique de l'euro, ou en fait est-ce qu'ils auront toujours ces freins? Et si effectivement le motif de thésaurisation est important, eh bien ça pourrait finalement être une mauvaise nouvelle pour l'euro numérique, parce que ça voudrait dire que finalement le bascule à l'euro numérique ne se ferait peut-être pas si naturellement que ça. Alors, si on rapporte, on va faire quand même le paysage entier au niveau des États-Unis, puisqu'en fait, c'est là où on disait que les stable coins, en tout cas privés, sont les plus dominants. Est-ce que finalement, aux États-Unis, la situation est différente? Oui, quand même. La situation est quand même, on est quand même dans un pays qui a plus l'habitude d'utiliser des paiements dématérialisés. On est aujourd'hui à peu près à 30% d'utilisation du cash, même si quand même pour un pays qui est aussi dématérialisé et aussi pro-utilisation de cartes de crédit, parce que bien avant l'Europe, les cartes de crédit ont été développées aux États-Unis, donc on a quand même une grande habitude. On a quand même une subsistance du cash, et là, on y verra peut-être aussi le lien avec l'économie parallèle, l'économie de la drogue, qui eux sont de très forts utilisateurs de cash également. Voilà, tout ça pour dire que finalement, la bascule du point de vue de la Banque centrale pour une monnaie digitale, c'est peut-être pas une évidence en termes d'adoption de la part en fait des utilisateurs finaux. Finalement, c'est peut-être pas évident qu'ils vont se précipiter sur l'utilisation de ces monnaies digitales. Alors maintenant, pour aborder l'autre volet de la question, c'est-à-dire sous le plan de l'angle géopolitique, effectivement, on peut peut-être mettre en lien cette accélération de l'envie des banques centrales à se diriger vers un euro digital, à mettre en regard avec ce qui s'est passé effectivement au niveau du projet en Chine. Donc le projet en Chine, si on veut un peu caricaturer l'histoire, en fait les autorités chinoises ont accéléré leur recherche sur le yuan digital lors de l'annonce du développement du projet Libra par Facebook, parce que comme l'a très bien expliqué Faustine auparavant, c'est venu effectivement comme tout d'un coup un projet où on montrait que le privé pouvait en fait avoir une certaine mainmise sur le projet, puisque les crypto-monnaies, même si elles se développaient, ne représentaient que quelques pourcentages d'adoption. Or là, si on parle de Facebook, on parle de plusieurs milliards d'utilisateurs, donc ça change complètement la donne. Si jamais un acteur privé prenait un rôle de lead sur cette version digitale de la monnaie, eh bien, ça pourrait peut-être potentiellement déstabiliser les acteurs publics et les banques centrales. Donc là, effectivement, on avait quand même une situation qui changeait radicalement. Et donc, la Banque centrale chinoise s'est tout de suite positionnée, non seulement parce qu'elle avait aussi une urgence d'inclusion financière, de développement en fait de la monnaie chinoise sur tout le territoire, donc elle avait quand même ça en tête bien avant. Et puis là, ça lui permettait en fait de prendre des distances et de se dire bon, je vais aller directement sur une version digitale sur une échelle beaucoup plus grande. Alors, il faut aussi préciser qu'il existe effectivement des monnaies de banque centrale digitale déjà aujourd'hui. Il y a le Sand aux Bahamas, il y en a d'autres. C'est plutôt des pays effectivement plus petits qui l'ont fait.
et pour des raisons d'inclusion financière. Voilà. Donc là, par contre, effectivement, quand on parle de pays comme la Chine, comme l'Europe, comme les États-Unis, on est sur des dimensions qui dépassent en fait la simple inclusion financière, bien évidemment. Et effectivement, c'est un challenge un peu plus grand. Mais l'idée géopolitique qui est derrière, c'est en tout cas, si la Chine y va, et c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas encore déployé en ce qu'on appelle à l'échelle nationale totale, puisque c'est quand même des défis technologiques et puis d'adoption, mais elle a quand même déjà arrivé à une échelle assez grande, puisqu'ils ont fait leur test pour les Jeux Olympiques. Néanmoins, ici, si jamais la Chine continue et sera donc le leader dans cette monnaie, eh bien, se pose la question de savoir si jamais elle réussit, elle peut peut-être s'imposer dans les paiements internationaux. Ça a été évoqué comme une dimension importante des stablecoins, le fait que ça facilite les paiements internationaux. Et si jamais elle s'impose sur les paiements internationaux, quid de la position de l'euro et du dollar sur ce marché de la monnaie digitale banque centrale. Merci beaucoup. Une information importante. Voilà, je m'arrête là. Et effectivement, la Suède a fait machine arrière, comme il a été noté dans le chat. Merci. Donc, on a bien compris les enjeux géopolitiques et les raisons d'être de ces initiatives d'émission de monnaie numérique de banque centrale. Maintenant, je voudrais avoir le point de vue de Bruno. Donc, face à ces enjeux, Bruno, on sait que la Banque de France a conduit des expérimentations dans le marché de gros en wholesale d'émissions de monnaie numérique de banque centrale. Et aujourd'hui, on est depuis juillet 2021 engagé, la Banque de France est engagée à côté, au sein des groupes de travail mis en place par la Banque centrale européenne, dans une phase d'investigation. Alors, sur quoi? Sur l'opportunité pour la BCE et les banques centrales d'émettre un euro numérique. Donc là, je comprends bien, et tu vas nous expliquer ça précisément, qu'on est dans une phase vraiment de questionnement, d'investigation pure, et c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses quand on regarde la documentation publiée par la Banque de France et par la BCE. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi et le comment de cette démarche et où vous en êtes? Donc, voilà, en quelques minutes, et puis on y reviendra un peu plus loin. Oui, parfait. Merci beaucoup, Laurent. Effectivement, ça cerne tout à fait les enjeux et l'esprit de cette phase d'investigation qui est quand même aujourd'hui un travail vraiment exploratoire pour essayer d'appréhender un petit peu toutes les implications qu'un euro numérique pourrait avoir, essayer d'en définir les contours fonctionnels. Donc, c'est vraiment la démarche dans laquelle on est aujourd'hui. Et tu as très bien souligné qu'il y a aujourd'hui deux travaux principaux, deux workstreams qui existent au niveau des banques centrales. Un workstream wholesale, donc on ne va pas forcément l'aborder en détail aujourd'hui, mais sur lequel la Banque de France est très présente et a initié des travaux dès 2020 sur ce sujet pour entraîner aussi l'eurosystème sur cette réflexion-là qui nous semble assez fondamentale en raison de la tokenisation des actifs financiers. Ça, c'est le volet wholesale. Et effectivement, il y a un volet retail qui s'adresse plutôt au grand public et qui est celui qu'on traite via le projet euro numérique. Donc, le projet euro numérique, il a été motivé par plusieurs facteurs, par un contexte particulier que Nathalie a exposé. Donc, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais c'est un contexte de numérisation des économies, des paiements, de baisse d'utilisation des espèces. On l'a vu d'ailleurs récemment avec l'étude Space qui a été publié le mois dernier, où il y a une tendance assez forte à la baisse des espèces, de leur usage à des fins de transaction, notamment dans certains pays européens, que ce soit les Pays-Bas, les pays baltes, la Finlande. Donc c'est vraiment une tendance assez forte qui se confirme, qui s'est accélérée pendant la crise sanitaire. Et il y a également un contexte aussi d'émergence de nouveaux acteurs dans le monde des paiements, que ce soit des fintech, des big tech et de nouveaux actifs également. On voit l'émergence de crypto, de stablecoins qui ont un rôle de plus en plus important et qui pourraient être amenés à s'affirmer dans les prochaines années. Donc c'est vraiment ces tendances de fond qui font que l'eurosystème a initié cette réflexion sur l'opportunité d'émettre un euro numérique qui s'est matérialisée via cette phase d'investigation qui a été lancée effectivement mi-2021 pour savoir s'il était nécessaire d'émettre une nouvelle forme de monnaie centrale qui serait sous une forme dématérialisée, et si oui, dans quelles conditions, donc selon quel design exactement. Donc ça m'amène aux objectifs en fait que cette MNBC devrait répondre. L'analyse de l'eurosystème qui a été faite, donc qui est plus sous un angle stratégique à ce stade, c'est de dire qu'un euro numérique pourrait être justifié pour répondre à deux objectifs principaux. Le premier, qui est sans doute le plus fondamental,
c'est l'objectif de préserver le rôle d'ancrage de la monnaie centrale et de répondre à la demande croissante de moyens de paiement numériques de la part du grand public. Ce rôle d'ancrage, il est fondamental et en fait, il renvoie à l'idée que dans le système financier, on doit pouvoir convertir librement et à parité une monnaie commerciale, c'est-à-dire des dépôts bancaires, en monnaie centrale, c'est-à-dire aujourd'hui le cash. Mais on s'aperçoit que l'utilisation de plus en plus faible du cash pose potentiellement des questions sur la pérennité de ce rôle d'ancrage de la monnaie centrale. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite réfléchir à l'idée d'un euro numérique qui permettrait de maintenir ce rôle fondamental qui est aussi le garant en fait de l'équilibre du système financier dans un monde où les transactions se feraient de plus en plus via des moyens électroniques, des moyens numériques. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif fondamental qui a été identifié par l'Eurosystème, celui de la préservation du rôle d'ancrage. Le second objectif est plutôt la volonté d'utiliser l'euro numérique pour aussi contribuer à l'efficacité économique et à l'autonomie stratégique. Et l'idée sous-jacente de cet objectif-là, c'est de faire en sorte que l'euro numérique soit aussi une opportunité pour faciliter un petit peu l'émergence de solutions pan-européennes de paiement, de solutions de paiement qui seraient portées par le secteur privé et qui aujourd'hui, en raison de la fragmentation qui existe, n'ont pas forcément pu émerger et le paysage des paiements étant encore aujourd'hui dominé par des acteurs assez forts, non européens pour la plupart. Donc c'est aussi une opportunité de faire en sorte que l'euro numérique vienne un petit peu unifier ce paysage et peut-être amoindrir la fragmentation qui existe sur cet écosystème des paiements électroniques. Donc là, c'est vraiment les grands objectifs auxquels cet euro numérique a vocation à répondre et le contexte dans lequel cette réflexion s'inscrit aujourd'hui. Donc naturellement, cette réflexion, elle s'inscrit dans un cadre avec un certain nombre de contraintes. On ne part pas d'une page blanche sur l'euro numérique, il y a tout un écosystème qui existe autour de nous, qui préexiste à l'euro numérique et dont il faut tenir compte. Donc ça renvoie à plusieurs considérations. Voilà. Le fait qu'il y a un écosystème juridique qui existe, des règles qui sont en place. Et donc l'euro numérique, naturellement, aurait des implications fortes et nécessiterait aussi qu'il y ait des adaptations juridiques pour préciser certaines règles d'utilisation. Et ça, c'est vraiment, ça renvoie à la nécessité aussi d'accompagner cet euro numérique avec un acte, un règlement qui soit pris par le co-législateur au niveau européen pour préciser un certain nombre de règles, par exemple des règles sur le bon équilibre à avoir entre la confidentialité et les exigences LCBFT, le cours légal, le statut de l'euro numérique, éventuellement est-ce qu'on accorde un cours légal à l'euro numérique ou pas. C'est des questions qui sont pas encore tranchées et qui doivent être couvertes par ce règlement qui sera pris par le co-législateur et qui viendra un petit peu encadrer les conditions d'utilisation de l'euro numérique. Donc ça, c'est vraiment la contrainte juridique qui existe. Il y a une contrainte technologique qui existera aussi, sur laquelle on travaille assez fortement aujourd'hui et qui vise à définir un petit peu le sous-jacent technologique qui serait le plus approprié pour l'euro numérique, avec naturellement une notion d'équilibre, là encore, à trouver entre plusieurs exigences, une exigence d'innovation, une exigence de performance, une exigence de résilience. Il y a toutes ces exigences-là qui doivent être prises en compte pour définir le sous-jacent technologique qui devrait être le plus approprié pour l'émission et la distribution de l'euro numérique. Et enfin, peut-être la dernière contrainte qui existe, c'est le fait que l'euro numérique, il devrait être distribué par les acteurs privés qui existent aujourd'hui. Et donc, forcément, ça renvoie à la nécessité de définir un modèle économique qui soit suffisamment incitatif pour toutes les parties, à la fois pour les acteurs qui en assurent la distribution, mais aussi pour les utilisateurs qui soient incités à l'utiliser. Et donc, c'est tout l'enjeu, en fait, de la tarification de l'euro numérique et du modèle économique qui pourrait être mis en place pour faciliter l'adoption de cet euro numérique, tout en respectant, bien sûr, l'exigence de ne pas désintermédier le paysage qui existe aujourd'hui et qui fonctionne bien. Donc voilà, toutes ces considérations font qu'on a entamé des travaux effectivement fin 2021 sur plusieurs aspects. Donc je vais essayer d'en donner un petit peu un aperçu sur les grandes lignes pour vous donner un petit peu un état des lieux de la réflexion à ce jour sur l'euro numérique et sur cette phase d'investigation, concrètement là où on en est aujourd'hui, alors qu'on est un petit peu plus, voilà, on a fait plus de la moitié de cette phase d'investigation et elle va se terminer d'ici la fin de l'année 2023. Donc l'un des grands axes de travail pour cette phase d'investigation, ça a été de définir les paramètres de conception de l'euro numérique. Concrètement, à quoi ressemblerait cet euro numérique? Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a procédé de manière assez progressive en séquençant cette analyse avec donc différents lots qui ont été définis avec plusieurs paramètres de conception dans chacun des lots et on a analysé progressivement ces différents paramètres. Donc
L'Eurosystème a régulièrement publié des rapports d'avancement sur ces sujets, donc en septembre 2022, en décembre 2022, et dans les mois, les semaines à venir, il y aura également d'autres rapports qui seront publiés. L'idée étant que pour l'instant, effectivement, on procède de manière méthodique et progressive pour définir progressivement les contours de cet euro numérique. Donc pour l'instant, des orientations ont été prises sur, par exemple, la confidentialité, où là, il y a des exigences très fortes qui ont été avancées par l'Eurosystème pour faire en sorte que les données de paiement ne soient pas accessibles à l'Eurosystème, qui n'auraient de visibilité que sur des données agrégées pour des fins statistiques, mais jamais sur le détail des transactions de chaque utilisateur, le solde, les habitudes de paiement. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel l'Eurosystème n'aurait jamais accès. Il y a vraiment cette nécessité et cette volonté de protéger la confidentialité, et c'est un des principes très forts qu'on a mis en avant dans ces réflexions-là. Il y a aussi peut-être un principe assez important qui est celui de la limitation des montants qui pourraient être détenus en euros numériques. Notre volonté, c'est bien sûr pas de désintermédier les banques, et donc il y a aussi cette nécessité de faire en sorte de limiter la conversion qui pourrait exister entre dépôts bancaires vers l'euro numérique pour ne pas déstabiliser le secteur financier. Donc, ça a été décliné via la possibilité d'imposer des plafonds de détention dont le montant n'est pas du tout arrêté, hein, mais l'idée de cette limitation de la détention permettrait aussi d'éviter une détention excessive qui nuirait en fait à la stabilité du système financier. Donc ça fait partie des grands principes qui ont été arrêtés à ce stade, sachant que voilà, il figure plutôt dans le premier rapport. Le second rapport qui a été publié en décembre, lui, porte davantage sur la répartition des rôles entre les intermédiaires d'une part et l'Eurosystème d'autre part, avec la volonté pour l'Eurosystème de faire en sorte que les intermédiaires soient amenés à prendre un rôle le plus large possible, et à l'inverse, l'Eurosystème assumer des fonctions qui seraient limitées au strict nécessaire, c'est-à-dire le règlement des transactions en euro numérique, la gestion de l'accès à l'euro numérique par les intermédiaires, mais vraiment la volonté est de s'appuyer sur l'existant qui fonctionne bien aujourd'hui, et de continuer de poursuivre et d'amplifier ce partenariat public-privé qui donne satisfaction aujourd'hui. Voilà un petit peu pour les différents paramètres de conception. Alors, je vais assez vite sur ce sujet, mais qui ont été arrêtés pour l'instant par l'Eurosystème. L'idée étant aujourd'hui, à travers un exercice de prototypage, de mettre un petit peu en musique ces paramètres de conception en développant un prototype qui est fonctionnel et qui essaye de décliner toutes les orientations qu'on a pu arrêter aujourd'hui pour les mettre en pratique de manière technique. Et ce prototypage, je pense qu'on en a parlé de manière assez abondante à l'automne dernier, implique à la fois une partie liée à l'infrastructure technique, et ça c'est l'Eurosystème qui le développe, et une partie plus portée sur l'interface utilisateur. Et là, c'est fait en coordination avec des acteurs de marché, en partenariat avec eux, sachant qu'il y a 5 acteurs qui ont été retenus, chacun travaillant sur un cas d'usage particulier. Et l'idée étant, dans les prochaines semaines, d'interfacer, d'intégrer ces deux composantes-là pour avoir un prototype plus fonctionnel qui intégrerait donc à la fois la partie interface utilisateur et la partie infrastructure technique. Sachant, et j'insiste là-dessus, que ce prototypage, il est fait pour apprendre. Il ne préjuge pas du tout de la solution technique, du design de l'euro numérique in fine. Il est surtout fait pour tester la mise en œuvre technique des orientations plutôt théoriques qu'on a arrêtées, et essayer d'en tirer un petit peu des leçons qui pourront nous éclairer pour la suite. Ça, c'est vraiment les deux grands aspects de la phase d'investigation: définition des paramètres de conception, mise en œuvre technique via le prototypage. Le troisième aspect, j'y ai déjà fait allusion, c'est plutôt sur l'analyse des implications juridiques de l'euro numérique pour déterminer aussi avec le co-législateur comment ces dispositions, quelles sont les dispositions qui devront figurer dans le projet de règlement qui accompagnera l'émission de l'euro numérique. Voilà un petit peu pour vous donner un aperçu de la phase d'investigation, de son contenu. Et naturellement, cette phase d'investigation, elle est menée de manière concertée avec tous les acteurs. Naturellement, au sein de l'Eurosystème, c'est quelque chose qu'on fait de manière transversale entre la BCE et l'ensemble des BCN qui sont membres de la zone euro, où là, pour le coup, ça fait appel à de très nombreuses fonctions. Et c'est un projet qui touche un petit peu à tous les aspects de l'activité d'une banque centrale, et donc qui font appel à de très nombreuses fonctions au sein des différentes banques centrales. Mais surtout, c'est des travaux qui sont menés en concertation avec donc toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs de marché, les banques, les entreprises les établissements de paiement et de monnaie électronique, les fournisseurs de technologies, avec qui on discute de manière extrêmement régulière via un dialogue qui est très structuré, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau national. Et c'est aussi un dialogue qui existe avec les associations qui représentent les commerçants, les consommateurs, et également avec les pouvoirs publics de manière directe. Donc voilà, c'est quelque chose qui est mené vraiment de manière concertée, et j'insiste là-dessus parce qu'il touche tout le monde. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire un euro numérique
si jamais on décide de le lancer à terme, qui remplissent, qui répondent aux besoins et aux exigences de tous les utilisateurs et d'avoir le meilleur équilibre possible. Et enfin, peut-être pour conclure sur la feuille de route, les prochaines étapes, cette phase d'investigation, elle arrive donc à échéance à la fin de l'année 2023. Et à ce moment-là, l'Eurosystème sera amené à se prononcer sur l'ouverture d'une phase de réalisation de l'euro numérique, donc qui permettrait concrètement de développer un euro numérique. Et j'insiste peut-être sur ce dernier point, sur le fait que cette décision-là d'ouverture d'une phase de réalisation, elle n'équivaut absolument pas à une décision d'émettre l'euro numérique, qui est bien une décision distincte, qui est une décision plutôt de caractère politique et qui sera prise plutôt à l'issue de la phase de réalisation et naturellement avec l'accord du co-législateur si jamais elle doit être prise. Donc, il s'agit surtout de préparer en fait avec cette phase de réalisation, de se préparer à l'émission d'un euro numérique si cela s'avère nécessaire dans quelques années, mais la décision qui sera prise en 2023 ne s'apparente pas du tout à une décision d'émettre l'euro numérique à ce stade. C'est vraiment pour se préparer si jamais c'est nécessaire dans quelques années. Voilà, donc j'en conclus et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Bruno, c'était très très clair. Donc on a bien compris qu'on était dans une phase d'investigation, on se pose des questions. Pour se poser des questions, vous avez développé un prototype. Il y a une sélection de 4 cas d'usage qui a été identifiée, B2C principalement, et puis 5 prestataires techniques pour construire les prototypes. Ça m'amène à une question, peut-être une question qui fâche, mais en tout cas, je rebondis sur des réactions dans le public qui ont été, qu'on a vu naître sur les réseaux sociaux, mais pas que, aussi dans des tribunes et des critères, notamment une de la part d'Hubert de Vauplane, sur le fait que parmi ces 5 prestataires, il y a un acteur majeur américain, et on se pose la question, elle a été posée, est-ce que le fait de choisir des prestataires techniques pour ces prototypages qui vont quand même servir de socle après à une phase de réalisation, avec des acteurs américains, est-ce que la BCE n'est pas partie sur des critères purement techniques pour faire cette sélection de partenaires et aurait dû prendre en compte une dimension peut-être des critères politiques et des critères qui vont dans le sens de la souveraineté? Voilà, donc moi je pose cette question, elle existe, beaucoup de monde se la pose. Peut-être avant Bruno, Nathalie, tu veux peut-être rebondir là-dessus et après on donnera un droit de réponse à Bruno si tu peux nous parler de la position justement de la Banque de France ou peut-être de la BCE en tant que porte-parole pour répondre à ça. Il y a cet enjeu donc pour moi de souveraineté, de critères techniques versus critères politiques. Mais il y a aussi, je pense, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est un enjeu de communication, parce que beaucoup de concitoyens se posent la question de l'emprise de la Banque centrale sur leur vie de tous les jours, de la prise en compte de l'anonymat quand on utilise du cash, de la prise en compte du respect des données personnelles et de la vie privée. Est-ce que l'euro numérique ne va pas augmenter l'emprise des banques centrales et des États en général sur la vie de tous les jours des concitoyens? Et là, il y a un enjeu de communication aussi important à prendre en compte si on veut qu'il y ait une adoption par le public dans le cas, où l'euro numérique verrait le jour. Nathalie? Oui, merci beaucoup. Moi, sur ce qui est de cet enjeu pour l'euro numérique, je crois que Bruno, la Banque centrale est tout à fait... elle est consciente de ce problème, puisque, comme il l'a dit dans ses explications très claires, normalement, les données, la Banque centrale ne va pas avoir accès aux détails des paiements. Enfin, a priori, il n'y aura pas ce lien direct entre ce que l'on fait et ce que eux verront. Donc, je pense que les banques centrales sont tout à fait conscientes de ça. Bon, maintenant, c'est sûr que on a toujours comme fantasme possible, voilà, ça fait partie des fantasmes possibles, puisque techniquement parlant, si on utilise une monnaie et que on a une blockchain, effectivement, on a de la traçabilité de transactions. Ça, c'est indéniable. Donc, même en Chine, où on a plus de décontraction vis-à-vis de l'accès aux données, on a quand même cette possibilité de faire des transactions qui ne sont pas vues, enfin qui ne sont pas en tout cas officiellement
enregistrés, donc qui sont offline, et donc même la question de la traçabilité n'est pas est gérée autrement, puisqu'en fait il n'y a pas de traçabilité sur ces petites transactions. Donc on voit bien que dans tous les contextes géographiques, on a cette préoccupation de la traçabilité, du fait qu'on ne veut pas qu'on ait contrôle sur nous. Mais néanmoins, quand on est face au digital, aujourd'hui, le paiement avec des cartes bancaires, pourtant, on est tracé partout. Et donc, ça ne nous émeut pas plus que ça. Pourtant, on est bien tracé. Alors, c'est parce que sans doute, on passe à un autre niveau, qu'effectivement, nous avions toujours cette liberté du cash qui était une option, c'est-à-dire que pour ceux qui sont obsédés par la traçabilité, qui ont peur qu'on les repère et qu'on fasse un mauvais usage de leurs données, on a toujours un échappatoire en ayant le cash. Donc c'est pour ça que, comme je l'avais mis en point de relief en introduction, c'est effectivement le fait de vouloir d'avoir une adoption de cette version digitale. Elle est quand même très fortement liée à la raison pour laquelle on utilise le cash aujourd'hui. Ce qui peut effectivement expliquer une sorte de freinage à l'adoption, parce qu'effectivement, ce qui explique la détention du cash fait qu'on n'adoptera pas plus l'euro digital. Donc effectivement, ça c'est une dimension importante, et je pense que là, pour le coup, les autorités l'ont très bien pris en compte pour communiquer auprès des concitoyens et leur dire qu'effectivement, on n'aura pas une utilisation des données. Bon, maintenant, sur ce qui est d'Amazon, effectivement, c'est toujours pareil. Amazon, sans doute, sait très bien faire ce qu'il sait faire. Donc, c'est pour cette raison, j'imagine qu'il a été retenu parmi les acteurs du projet, parce qu'il fait très bien toute la gestion des données. Ils sont très forts à ce niveau-là. Mais je comprends aussi que ça peut émouvoir, puisque effectivement, si on parle des données alors après, on peut imaginer qu'ils vont signer des engagements à ne pas utiliser les données. Enfin, après, tout est envisageable. Mais je comprends aussi la réaction d'étonnement, et puis aussi de crainte de favoriser un acteur américain. Mais je vois là que Hubert de Vauplan est là, donc je pense qu'il sera encore plus à même que moi. En tout cas, c'est son sujet de prédilection, donc je vais le laisser réagir sur cette question d'Amazon. Merci Nathalie. Alors Hubert, bienvenue parmi nous. On en est au stade où on aborde les questions qui fâchent un petit peu et qui piquent. Donc j'ai pris le soin de dénoncer en ton nom un petit peu certaines de ces questions, notamment le manque de prise en compte de dimensions politiques, le choix d'Amazon, etc. Mais il y en a d'autres aussi, peut-être que tu voudrais aborder. Avant ça, alors, je ne sais pas si Bruno, tu veux parler tout de suite ou attendre que Hubert te pose des questions plus précises. Non, je veux bien laisser l'opportunité à Hubert de rebondir et de me questionner sur effectivement ces points-là. On a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble, mais on peut effectivement prendre de nouvelles questions, de nouvelles remarques, et puis je prendrai le soin d'y répondre ensuite. D'accord, merci. Hubert, à toi. Merci. Tout d'abord, mille excuses. C'est vrai qu'avec la grève, les calendriers étaient un peu chamboulés. Donc, j'étais là, j'écoutais d'une oreille, mais en même temps, je suis dans une conf call avec un de nos régulateurs préférés, si je puis dire. Mais j'ai quand même essayé de suivre la conversation. Effectivement, on a déjà échangé en bilatéral avec Bruno, et je vais essayer de remettre le débat un peu plus largement. Les points que je vais aborder, c'est souvent des questions, j'allais dire, sont souvent des questions, ne sont pas des affirmations, c'est souvent des points d'attention. C'est pas forcément, je veux dire par là, ce que je pense au fond de moi, c'est-à-dire que je pense qu'il est naturel de se poser des questions dans toute société démocratique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, on a fait j'ai écouté de cette oreille justement ce qui se passe en Chine, c'est un autre sujet que je regarde aussi de manière assez proche. Il y a le discours et la réalité. Donc, parmi les sujets qui fâchent, il y en a d'autres mieux placés que moi qui sont autour de l'euro numérique retail, où cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus encore, je crois que c'est la semaine dernière, les Échos se faisaient l'écho, si je puis dire, d'un certain nombre
de difficultés ou en tous les cas d'interrogation de la part des banques sur une compétition qu'elles estimeraient non loyale de la part de la BCE sur certaines, alors je ne sais pas si ça a été abordé justement, fonctionnalités de l'euro. En fait, mon propos, il tourne autour de la manière dont le projet euro est élaboré. Le projet euro, c'est un euro très technique, compliqué, et qui nécessite l'intervention, bien sûr, d'experts, ce qui est le cas, mais justement pas que. Et c'est un peu le reproche que je faisais jusqu'à présent, je ne sais pas si je pars encore au présent ou au passé, vous allez voir pourquoi, à ce projet, c'est parce que je trouvais qu'il était dirigé essentiellement, et c'est neutre dans ma bouche, par des banquiers centraux, pour des banquiers centraux, entre banquiers centraux. Ce que je veux dire par là, c'était que y a-t-il eu, si on était dans le monde du secteur privé, c'est quoi les attentes du marché, c'est quoi fondamentalement, y a-t-il des besoins? Bien sûr que des travaux comme ça ont été menés, mais est-ce qu'on a un peu l'impression, mais qui est une impression sans doute, que c'est un projet qui est mené en réaction à Libra et d'une manière générale au stablecoin, beaucoup plus qu'un projet qui est mené en attente d'une population, que ce soit une population retail ou une population au niveau plutôt des marchés de gros, qui dit ça fait des années que j'attends un euro numérique, qu'est-ce que vous faites, vous, Banque centrale? C'est vraiment urgentissime, sortez-moi mon euro numérique. Donc, ça a été dit aussi tout à l'heure, et notamment par rapport à la Chine, la réaction par rapport à Libra, c'est parfaitement, pour le coup, c'est vraiment très clair. Il y a zéro débat quand on lit les papiers chinois là-dessus. Et on a l'impression que l'euro numérique, c'est aussi un peu pareil. C'est-à-dire, quand on regarde les différents papiers, ce que j'ai fait avec précaution, on s'aperçoit que c'est plus de la réaction, encore une fois, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai dit, que véritablement pour accompagner un mouvement dans lequel il y aurait une forte attente. Et donc, de dire, à la fin de tout ça, il y a sans doute et vraisemblablement des cas d'usage, et il y a des cas d'usage autour de l'euro numérique, retail et ou dans les marchés de gros, mais, et j'en viens à mon point central, est-ce que c'est un projet qui doit être laissé à l'initiative des banquiers centraux et qu'ils le font techniquement bien? Il n'y a pas de sujet, je n'ai pas de discussion là-dessus, d'ailleurs je suis bien incapable d'en avoir, mais est-ce que ce n'est pas plus un sujet essentiellement politique? Et quand on se souvient d'une enquête qui avait été faite par la BCE justement au tout début des réflexions sur l'euro numérique, je ne sais plus, ça date de 2019, le temps passe, qui était de dire, mais finalement, vous, citoyens européens, face à un euro numérique, c'est quoi votre principale préoccupation? Tout le monde le sait, c'est la protection des données. Et donc, ici, c'est de dire, mais avec la technologie, on peut le meilleur comme on peut le pire, on peut avoir de l'euro, je vais revenir par rapport à la déclaration du Conseil de l'Eurogroupe Statement, si je peux dire, on peut avoir théoriquement une monnaie numérique traçable, on peut avoir théoriquement une monnaie numérique fondante, on peut avoir théoriquement une monnaie numérique complètement, ouverte à des acteurs qui peuvent voir l'ensemble des transactions. Et donc, il y a une peur, je ne dirais pas comme la peur millénaire, mais il y a une peur d'utilisation des données que très vite la BCE a intégrée, puisque très vite elle en a fait l'une, ou si ce n'est sa priorité, d'essayer d'asséner, le mot est mal choisi, pardon, d'essayer de rassurer, voilà, c'est plutôt celui-là, de rassurer les acteurs sur la manière dont ces données seront ou ne seront pas utilisées, etc. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est une crainte naturelle par rapport à du cash qui est totalement anonyme et par rapport à un euro numérique qui, techniquement, pourrait ne pas être totalement anonyme, en tous les cas, même si on met les précautions d'usage, et Bruno nous en parlera tout à l'heure. En tout cas, même, après, ça dépend des montants, mais en tout cas, techniquement, on pourrait très bien ne pas avoir d'anonymat complet, et donc, finalement, on aime bien avoir son bas de laine, et comment je vais remplacer mon bas de laine par mon bas de laine numérique, finalement. Au-delà de ça, il y a un sujet plus politique, mais qui est lié, qui est de se dire, bon, la question de la monnaie, c'est essentiellement une question politique avant d'être une question technique. Une question politique, le choix d'avoir eu un euro, ce n'était pas un choix d'une banque centrale, des banques centrales. C'était un choix des politiques, un projet politique, on peut l'accepter, on peut le refuser. En tout cas, il y a eu des débats, il y a eu des référendums. En tout cas, c'était un projet qui a été mené essentiellement politique. Or, c'est là que mon estocade, si je peux dire, principale, c'est de dire le projet d'aujourd'hui essentiellement de l'euro numérique vu sous un angle technique par la BCE. Certes, un des représentants éminents de la BCE.
On a perdu Hubert et son micro. Alors, écoute, je pense qu'on a compris le point. Et puis, Bruno, tu connais la position d'Hubert. Je crois qu'on l'a perdu complètement. En tout cas, caméra et micro. Hubert, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux revenir? Bon, du coup, je te passe la parole, Bruno, puisqu'il nous reste plus que 13 minutes. Ça peut déconnecter un peu. Ah oui, on t'a perdu. On m'avait perdu, pardon. Bref, ce que je voulais dire, c'était que sur cette critique de base, il y a eu une déclaration le 16 janvier dernier très, très intéressante de l'Eurogroupe qui replace justement un peu l'église au centre du village, puisque finalement, l'Eurogroupe nous dit le projet euro, c'est d'abord un projet politique. Et cette déclaration prend des éléments très intéressants. C'est un projet politique, donc il faut que les politiques soient impliquées, très bien, on verra. Elle prend même des options, il n'y aura pas d'euro programmable. Alors, ce qui n'est pas dit, par exemple, pour le yuan, au contraire, le yuan pourra être programmable avec tout ce avec le côté positif et le côté négatif qu'on peut imaginer derrière. Donc, il y a une évolution très positive aujourd'hui autour de la nécessité d'avoir une implication des politiques, mais ça reste encore au stade des déclarations. Maintenant, encore une fois, c'est difficile pour tous les techniciens qui sont autour de ce projet, qui font leur job, et en particulier Bruno, de préparer l'euro numérique, et si les politiques ne sont pas là. Enfin voilà, mon point, il est essentiellement de dire, le projet chinois du yuan numérique, il est pensé stratégiquement comme un projet politique. Quand on lit les papiers, c'est très clair, c'est une concurrence du dollar, une concurrence du futur dollar numérique. Hélas, le projet de l'euro numérique, il est plutôt pensé techniquement et pas assez stratégiquement. Il n'est pas pensé qu'est-ce qu'on va faire demain de l'euro et de l'euro numérique dans un combat monétaire entre le dollar et le stablecoin d'un côté et le yuan numérique de l'autre. Il est plutôt vu comme une réaction que comme une ambition. Voilà, en quelques mots, un peu long, pardon, mais ce que je voulais dire, mais je suis sûr que Bruno va réagir là-dessus. Oui, Bruno, je te laisse l'opportunité de répondre à ça et de nous éclairer un petit peu si tu peux. Oui, merci beaucoup Hubert, Nathalie et Laurent pour ces différentes remarques. Effectivement, alors je pense que l'euro numérique, si on peut résumer, ce sera une décision politique in fine, mais qui nécessite beaucoup de travaux de préparation technique en fait. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a l'impression de la part du grand public ou même des personnes avisées qu'il y a un découplage entre les deux. Mais en réalité, il y a effectivement un séquençage, je pense, qui est nécessaire parce que il faut bien avoir une première proposition, définir des premiers éléments, des contours techniques de l'euro numérique, avant de pouvoir discuter au fond aussi de l'opportunité politique, des objectifs qu'ils peuvent avoir. Et je pense que c'est aussi ce à quoi s'attelle aujourd'hui l'eurosystème. Et il y aura nécessairement, et ça va arriver dans les prochaines semaines, le moment politique qui va s'exprimer, se cristalliser autour de la proposition de règlement en fait, qui sera soumise par la Commission a priori en mai ou juin, et qui sera discuté ensuite par les États membres, par le Parlement européen. Et c'est naturellement à ce moment-là aussi qu'on aura ces discussions et ces réflexions plus stratégiques, plus politiques sur le pourquoi de l'euro numérique, ses objectifs et effectivement les exigences stratégiques auxquelles il répondra. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va arriver, qui se fait de manière progressive, où on a une appropriation de la part des États membres qui est en train de se mettre en place avec des discussions au niveau de la Commission qui existent. Mais forcément, c'est un sujet complexe avec beaucoup d'implications, beaucoup de ramifications. Et ce moment politique, il va arriver et on sent déjà que l'appropriation est en train de se mettre en place. Et c'était notamment le cas avec effectivement le communiqué de la part de l'Eurogroupe il y a quelques semaines, qui montrait bien une volonté aussi de s'impliquer dans les travaux pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit fait conjointement avec l'Eurosystème, la Commission, le Parlement et les États membres. C'est vraiment un projet qui ne peut marcher que tous ces acteurs-là sont sur la même ligne et effectivement prennent bien tout leur rôle, toute leur place dans ce projet-là. Voilà un petit peu peut-être sur l'articulation technique politique dont on a déjà discuté avec Hubert, mais il me semble que c'est vraiment quelque chose qui va aussi se mettre en place dans les prochaines semaines, les prochains mois,
où forcément l'Eurosystème a naturellement commencé les travaux un peu en amont, parce que c'est aussi quelque chose dont il est conscient depuis plusieurs années, et le débat va se cristalliser ensuite, je pense, dans les prochains mois sur les aspects plus politiques de l'euro numérique. Sur peut-être les deux aspects qu'on a évoqués précédemment, sur la confidentialité et en même temps l'exigence de souveraineté, d'autonomie stratégique, c'est effectivement deux points centraux et fondamentaux pour le succès du projet Euronumérique. Sur la confidentialité, alors effectivement, j'y ai déjà fait allusion dans mon propos introductif, mais c'est vraiment quelque chose qui a été mis en avant par toutes les personnes consultées comme étant fondamental pour l'adoption de l'Euronumérique. On en est bien conscient, et c'est aussi l'un des aspects du cache des espèces que d'apporter cet anonymat auquel beaucoup d'utilisateurs sont très attachés, et c'est naturellement aussi qu'on l'intègre dans les réflexions de manière très forte pour donner des garanties qui soient extrêmement robustes aux utilisateurs sur la confidentialité de l'euro numérique. Donc naturellement, c'est quelque chose auquel on est très attentif, qu'il faudra aussi discuter avec le co-législateur naturellement, parce que c'est plutôt à ce niveau-là que le régime de confidentialité de l'euro numérique devra être précisé. Mais au niveau de l'Eurosystème, on est extrêmement favorable effectivement à ce qu'il soit extrêmement protecteur et potentiellement à avoir aussi un anonymat intégral sur des petites sommes, sur des paiements du quotidien, qui se rapprocherait énormément en fait de ce qui existe au niveau des espèces. Donc ça, c'est vraiment un point, je pense, très structurant de nos réflexions, et on est bien conscient du caractère central de cet aspect-là pour aussi l'utilisation en fait de l'euro numérique. Concrètement, si on n'offre pas quelque chose qui répond à cette demande-là, il y a aussi un risque que l'euro numérique ne soit pas suffisamment utilisé, et auquel cas on ne pourra pas aussi répondre aux objectifs plus stratégiques qu'on s'est définis. L'utilisation de l'euro numérique, l'adoption, c'est vraiment un critère clé pour remplir les objectifs un peu plus stratégiques et politiques que j'ai édictés un peu plus tôt. Donc vraiment, voilà, l'Eurosystème est bien conscient de tout ça et on l'intègre de manière très forte dans nos réflexions. Sur la partie plus souveraineté, autonomie stratégique, avec notamment le choix d'Amazon dans le prototypage, alors je veux juste souligner que ces travaux de prototypage, en fait, ils préjugent pas du tout du produit final et de qui sera sélectionné pour fournir l'euro numérique par la suite. C'est vraiment une approche d'apprentissage, et donc les prestataires, les fournisseurs qui ont été sélectionnés pour ce prototypage, donc pour les citer, il y a 4 Européens, un Américain, donc et notamment Worldline, un acteur français, et puis un consortium de banques européennes, Nexi ou CaixaBank, qui sont vraiment des fournisseurs européens. Ils n'ont pas accès à des informations plus avancées en fait que le grand public. Concrètement, le package qui leur a été transmis pour développer les interfaces utilisateurs, il a été publié en décembre, avec toutes les informations qui y figurent sur ce qui est envisagé à ce stade au niveau technique pour l'infrastructure back-end. Donc, c'est des informations qui sont librement accessibles au grand public, qui sont transparentes, et voilà, ça permet aussi de montrer que c'est quelque chose qui est fait de manière très claire, avec des acteurs qui sont voilà, très variés. L'idée de ce prototypage, ça a été de faire en sorte aussi d'avoir une sélection très large d'acteurs, qui soient pas forcément que des banques commerciales, mais on a des acteurs qui sont des banques commerciales, des prestataires techniques, des entreprises, et c'était voilà, la volonté vraiment de tester un maximum de solutions possibles sur des cas d'usage différents, avec des entreprises qui viennent de secteurs extrêmement divers. C'était vraiment la volonté d'apprendre. En fait. Ça donne en aucun cas un avantage compétitif, comparatif à aucun de ces acteurs-là pour la suite du projet. Voilà, c'est quelque chose, effectivement, on a eu un certain nombre de remarques qui nous sont parvenues, d'inquiétudes du grand public, auxquelles on s'est attelé à répondre, pour bien souligner qu'il s'agit juste d'un exercice d'apprentissage, en fait, qui n'a pas de conséquences sur la suite. D'accord. Oui, bon, les réponses ont été claires, c'est évident. La crainte, elle persiste. Hein, en discutant avec les personnes autour de moi, on sent bien que cette crainte d'acteurs américains majeurs qui aujourd'hui sont incontournables dans d'autres domaines et dominants, et se positionnent dans la phase de prototypage. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans le jeu quand même si ça ne présage de rien. Mais cette crainte, elle existe. Je pense qu'il faudra veiller à bien la désamorcer. Et puis surtout, quand on voit ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, les menaces d'expulsion de la Russie, des systèmes SWIFT ou des systèmes de cartes bancaires, on voit bien que les enjeux géopolitiques peuvent aussi
impacter très très fortement la vie de tous les jours des citoyens, et qu'il faudrait absolument éviter que l'Europe se mette dans une position sous cette menace, dans une position, on va dire, d'emprise de la part d'acteurs qui sont aujourd'hui nos amis, mais pas forcément demain. On ne sait pas. Donc voilà, ça, ce sont les craintes du grand public, et ça rejoint un petit peu la question de communication que j'ai soulignée tout à l'heure. Je pense qu'il est vraiment très, très important que, même dans cette phase d'étude et de questionnement, il y ait une prise en compte et puis une communication large et grand public pour s'assurer que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer, et notamment que ce n'est pas un nouveau moyen pour la Banque centrale et pour l'État de plus contrôler les gens, parce que ça, on l'entend beaucoup quand même. Voilà, donc ça, ce sont des enjeux aussi de communication à prendre en compte, et on sait que la BCE est présente là, et les banques centrales de chaque pays aussi pour adresser ça. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous passer la parole pour dire un dernier mot. Il y a un point que j'aurais bien aimé aborder en 2 secondes, c'est la place de l'euro numérique par rapport au stablecoin euro. On a passé 1 heure à discuter du stablecoin euro et des cas d'usage et des contraintes. Peut-être l'un d'entre vous pourrait prendre la parole pour aborder ça, mais très brièvement, Nathalie. Sur la place des stablecoins euros? Dans les commentaires, bien sûr. Est-ce que le monde digital, c'est-à-dire les environnements numériques vers lesquels on va, et les jeunes passent beaucoup de temps là-dedans, ils vont commencer à faire des transactions dans ces mondes? Est-ce qu'elles vont se passer en stablecoin euro? Est-ce que l'euro numérique, qui est sur un calendrier d'expérimentation encore et de phase de test jusqu'à 2026, ne va pas prendre trop de retard et qu'il va se faire dépasser? Oui, alors c'est toujours effectivement la grande question de savoir si effectivement, compte tenu d'initiatives privées, il est bienvenu d'avoir une initiative publique. Alors là, je crois que la question a été clairement statuée, donc expliquée par Bruno, et puis à la fois par le communiqué de presse dernier de l'Eurogroupe. C'est effectivement l'euro numérique est un projet politique. Il aura sa place à côté des stablecoins privés. Et les stablecoins privés, ça sera comme je dirais, les opérateurs privés de paiement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas, ils ne seront pas en concurrence frontale avec. Je pense que c'est ça qui est important. Bon, maintenant, c'est sûr qu'en matière il a été rappelé tout à l'heure, le faible développement de l'euro numérique, du stablecoin euro, qui effectivement est vraiment représente une toute petite partie quand on regarde les acteurs américains. Bon, ça n'a rien de surprenant non plus. Les stables aux États-Unis se sont développés par rapport à l'utilisation des crypto-monnaies. Et effectivement, cette utilisation des crypto-monnaies, des crypto-actifs est plutôt en dollars, majoritairement. On passe plutôt par le dollar pour atteindre après les cryptos. Donc, l'idée d'avoir développé ces stablecoins privés, c'était un sas de décompression lorsqu'on fait de l'investissement, pour se dire, voilà, je vais passer par ces stables qui vont me donner le temps de voir comment je réallume mon portefeuille si on fait de l'investissement. Et puis, pour ceux qui l'utilisaient vraiment purement au niveau transactionnel, c'était effectivement pareil, pour se dire, je vais avoir la possibilité d'utiliser des stablecoins qui permettent effectivement une plus grande maîtrise au niveau des transactions, puisque je n'ai pas affaire à la volatilité. Donc, en fait, les stablecoins, ils sont nés pour répondre à la volatilité constatée sur les crypto-actifs. Donc, ça, c'est surtout fait par rapport à des utilisations de dollars. Donc, il n'y a rien de très surprenant parce qu'il y a la domination du dollar au niveau international. Donc là, on en revient toujours au même sujet. La raison pour laquelle les stablecoins sont en dollars, c'est parce que le dollar est une référence en monnaie fiat internationale. Donc, quand on parle de crypto, on est sur un marché globalisé. Et effectivement, la monnaie alternative, c'est bien le dollar. Donc, que les stablecoins aient été en dollars, c'est une évidence par rapport à la scène internationale monétaire. Maintenant, effectivement, l'euro est quand même là. On ne va pas non plus dénigrer son rôle. Donc, en effet, il y a des initiatives de stablecoins privés, mais effectivement, par rapport, elles sont récentes et effectivement, par rapport au timing du développement de l'euro numérique, peut-être qu'effectivement, elles vont avoir finalement peu
peu de temps pour pouvoir prouver leur vraie efficacité. Voilà, les projets ont été, il y a 2 projets qui ont été ici dans la table ronde précédente qui ont été évoqués. Bon, voilà, mais tout ça c'est relativement récent. Donc effectivement, on peut se poser la question de la capacité de ces projets à concurrencer, étant donné le timing. Merci Nathalie. On est déjà en retard de 2 minutes. Juste un mot de la fin. Hubert, très brièvement, et puis Bruno. Oui, il est normal qu'on laisse Bruno terminer donc, sur ce sujet. Très bref, on a donné les chiffres tout à l'heure. Je vais en rajouter un. Dernière statistique de la Banque Centrale Européenne. 15 000 milliards d'euros de monnaie électronique en circulation. 15 000 milliards d'euros de monnaie électronique en circulation, comparé donc aux 140, 150 milliards qui étaient évoqués tout à l'heure. Donc ça reste encore une goutte d'eau. Deuxième élément, Amazon, c'est une erreur politique. Personne ne conteste qu'ils sont compétents, c'est une erreur politique. Voilà. Troisième élément, je ne crois pas au stablecoin retail. Stablecoin, c'est plutôt dans le monde du gros que dans le retail. Quatrième élément, je suis dubitatif sur un euro numérique retail, pour les raisons tout à l'heure. Donc, en fait, on va avoir une concurrence entre des stablecoins de marché de gros et d'un euro numérique sur le marché de gros. Et là, je vous incite à relire Friedrich von Hayek, La concurrence des monnaies. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup Hubert, c'est passionnant et on va prendre le temps de se renseigner et de lire. Bruno, un mot de la fin, on est en quelques minutes. Oui, merci beaucoup à tous pour ces différentes remarques. Non, je crois que c'est important de revenir peut-être à l'ambition initiale de l'euro numérique pour dire que les banques centrales s'intéressent aujourd'hui, et pas seulement l'eurosystème d'ailleurs, à cette notion de MNBC, de monnaie numérique de banque centrale, pour vraiment conserver le lien qui les unit aux citoyens et le concept en fait de monnaie comme bien public. Et c'est vraiment aujourd'hui la démarche qui préside un peu, les principes qui président notre démarche, avec la volonté de faire en sorte que l'euro numérique s'insère de manière harmonieuse dans le paysage existant, avec les espèces qui n'ont pas du tout vocation à disparaître, au contraire, qui sont aujourd'hui de plus en plus présentes, même si elles ne sont pas forcément utilisées dans les transactions, mais il y a toujours une demande très forte sur ce sujet, et en même temps s'insérer aussi entre les espèces et la monnaie commerciale qui répond aujourd'hui aussi aux besoins des particuliers, mais c'est vraiment la volonté de conserver ce rôle d'ancrage, ce concept de monnaie publique, ce lien entre la Banque centrale et les citoyens qui est vraiment un petit peu au cœur du projet euronumérique, et ça implique naturellement de discuter avec l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte que cette insertion se fasse de manière harmonieuse. Et je rebondis peut-être sur le point d'Hubert à la fin de son intervention, sur la justification d'une MNBC plutôt interbancaire. Je crois que ça pourra faire l'objet d'une table ronde quasiment à part entière, mais sur effectivement ce sujet qui nous semble aussi fondamental du point de vue de la Banque de France, parce que sur ce sujet, on a aussi des cas d'usage qui sont assez évidents, des risques systémiques qui pourraient exister si on utilisait des stablecoins plutôt que la monnaie centrale qui est aujourd'hui largement utilisée pour la sécurisation des transactions de large montant. Donc c'est vraiment un sujet à part par rapport à l'euro numérique, mais dans lequel on croit très fortement au sein de la Banque de France, et qui nous semble aussi important de défendre, et notamment avec l'entrée en vigueur prochaine du régime pilote sur ce sujet-là. Oui, merci beaucoup Bruno, merci à tous les trois. Hubert, je suis ravi que tu aies pu nous rejoindre même en cours de route, juste à temps. Nathalie, merci pour ton intervention. On se reverra peut-être tous les trois, et Bruno, tu seras le bienvenu dans le think tank Controverse, lancé par Vincent L'Orphelin et dont on fait partie, au sein duquel on travaille et on réfléchit sur tous ces enjeux. Merci à Finance Innovation pour l'opportunité de vous réunir aujourd'hui tous. J'espère que ça a été très enrichissant pour tout le monde, en tout cas ça l'a été pour moi. Et on a bien noté qu'il y avait une nouvelle opportunité, peut-être pendant Crypto Day cette année en 2023, de réunir une nouvelle table ronde sur le sujet des MNBC de groupe, spécifiquement, puisque c'est un sujet qui mérite toute notre attention. Merci beaucoup à tous, et Clément, je te laisse la parole. Merci beaucoup Laurent, tu as tout dit, petit spoiler alerte, effectivement Crypto Day qui aura lieu le 1er juin, vous pouvez sauver la date dès à présent, même si les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais voilà, c'est annoncé. Un grand merci pour ces 2 tables rondes passionnantes. Pour les gens qui souhaiteraient le revoir ou qui sont arrivés en cours de route, tout sera disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation d'ici demain, normalement, ce soir, demain, le temps d'upload. Voilà, et puis tous les événements, l'intégralité des événements de Finance Innovation est de toute façon disponible sur notre chaîne YouTube.
YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Un grand merci à tous et particulièrement à Laurent pour avoir maîtrisé cette matinée d'une main de maître. Et puis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.